Bonjour, je m'appelle Dave Bennett. J'ai eu une expérience de mort imminente en 1983. C'était le début d'un très long voyage spirituel. En 1983, j'étais ingénieur en chef d'un navire de recherche. Nous faisions de l'exploration sous-marine. C'était le travail de mes rêves. La nuit du 3 mars 1983, alors que nous revenions d'évaluer un nouveau sous-marin, nous tentions de rentrer au port avant la tempête car le port était peu profond. Et quand nous sommes arrivés à moins de 3 kilomètres du port, le capitaine a refusé de nous laisser entrer parce que des vagues déferlantes de plusieurs mètres occupaient la zone du port. Il craignait donc que nous ne puissions pas faire entrer notre navire. Nous étions un navire plutôt conséquent pour cette petite marina, mais comme nous avions un équipage à bord et que l'un des ingénieurs qui a conçu le sous-marin avait un avion à prendre, le capitaine a décidé de mettre le petit bateau pneumatique, le Zodiac, à l'eau. Nous l'utilisions régulièrement pour récupérer les sous-marins en pleine mer, donc cela ne nous inquiétait pas trop. Et il m'a demandé de venir parce que pendant cette mission-là, nous n'avions pas un équipage complet à bord. J'étais donc le troisième officier aux commandes, étant ingénieur en chef, et je connaissais bien le port. Il a donc pensé que je devrais y aller pour aider l'équipage, les ramener au port, puis revenir. Le navire était stationné à environ 3 kilomètres au large, au milieu de gros rouleaux et de vagues assez conséquentes. Mais ça ne nous inquiétait pas de trop. C'était la nuit, mais nous pouvions voir que le rivage était assez éclairé. Mais c'était quand même la pleine tempête, vous savez, donc le ciel était très couvert, sombre, venteux, et la mer était agitée. Nous avons donc établi notre trajectoire au préalable pour s'assurer que nous étions sur la ligne d'horizon afin d'atteindre le port et nous sommes partis en bateau. Nous avons vu la bouée du port, mais il faut savoir que la bouée rebondissait de haut en bas dans ces fortes vagues, et nous aussi, nous montions et descendions sur les rouleaux. Nous repérions la bouée du port, puis descendions dans la houle et remontions au sommet de la vague suivante, et ce, encore et encore. Nous pensions donc que nous allions atteindre le port au bout d'un moment. Puis, nous avons perdu la bouée du port assez rapidement. Donc nous avons décidé de nous diriger vers le rivage, qui était éclairé. Nous nous sommes dit que nous allions déposer ces hommes d'une manière ou d'une autre, et les amener au port d'une manière ou d'une autre. Nous étions à environ 1 ou 2 kilomètres de la rive quand nous avons atteint une zone de rupture des vagues. Et quand je dis que nous avons atteint une zone de déferlante, en fait, nous avons conduit notre Zodiac directement vers une vague de plusieurs mètres de haut, et le Zodiac s'est envolé avant de ratterrir sur l'eau. Et j'ai crié à mon collègue de faire demi-tour, parce que je me trouvais, à proue du bateau, en train d'essayer de voir où nous allions. Mon collègue a fait demi-tour pour repartir en mer parce que c'était beaucoup plus sur la base que dans la zone de déferlantes. C'est alors que nous avons vu juste au-dessus de nous la vague suivante, qui nous est tombée dessus et a plié le Zodiac en deux comme un sandwich. J'étais à la proue, et ça m'a catapulté dans l'eau. Mais je me suis senti très chanceux, car ce soir-là, nous étions allés dans le casier du maître d'équipage et avions pris des gilets de sauvetage. Comme nous travaillions comme plongeurs professionnels et que nous passions beaucoup de temps en mer et sous la mer, nous ne portions jamais de gilets de sauvetage. Mais je me suis dit, je suis bien content que nous portions ces gilets de sauvetage ce soir-là. Et c'était de très vieux gilets de sauvetage de type Mae West, le genre qui date de la Seconde Guerre mondiale, couleur orange et gonflés comme de grands oreillers. Je me suis donc accroché au Mae West parce que j'étais dans l'eau, secoué dans tous les sens comme une poupée de chiffon. Je me disais que le gilet allait me faire remonter à la surface et que je n'avais qu'à retenir mon souffle. Et j'ai l'habitude d'être dans l'eau en tant que plongeur commercial. J'ai une formation de plongeur professionnel et j'ai passé des milliers d'heures dans l'eau en plongée. J'attendais juste que Mae West me fasse remonter à la surface. Puis j'ai commencé à reconnaître les symptômes du manque d'oxygène parce que je commençais à avoir des étourdissements et je savais que je ne pouvais retenir ma respiration que si longtemps. Et puis au bout d'un moment, tu ne peux plus retenir ton souffle. Et pendant ce temps, j'étais secoué et jeté dans tous les sens. C'est la plus grande secousse que je pense avoir jamais ressentie de toute ma vie. Et puis, j'ai fini par respirer de l'eau salée et je me suis noyé. Je me suis immédiatement retrouvé dans l'obscurité, une obscurité absolue.
Il n'y avait plus le bruit de la mer. Je n'avais pas froid. J'étais très à l'aise. C'était calme, c'était serein, c'était tranquille. Et je me suis dit, « Waouh! Cela ne ressemble à rien de ce que j'ai vécu lors de ma formation de plongeur ou quoi que ce soit d'autre. C'était bien au-delà de tout ce que j'ai connu. » Et donc j'étais curieux parce que je venais de quitter cet environnement très violent pour venir trouver cette paix et ce calme absolu. Et le plus étrange, c'est que je n'avais pas l'impression d'être seul. J'ai eu l'impression que je faisais partie de quelque chose, qu'il y avait cette présence infinie à portée de main, mais c'était l'obscurité absolue et je ne pouvais rien voir. Et j'étais très curieux. Puis j'ai vu cette lumière, et c'était juste un point de lumière, mais j'ai eu l'impression que je me dirigeais vers elle, ou qu'elle se dirigeait vers moi. Et en me rapprochant, j'ai commencé à ressentir cette chaleureuse étreinte d'amour qui arrivait vers moi. Elle émanait de cette lumière. Et au fur et à mesure que je m'approchais de la lumière, j'ai commencé à voir qu'elle était composée de millions et de millions de fragments de lumière. Et ils se déplaçaient tous à l'unisson, vous savez, un peu comme un banc de poissons. Ils étaient tous coordonnés dans un même esprit. Et j'étais absolument fasciné par ces fragments de lumière, par le mouvement de la lumière, et ses couleurs, et tout ce qui en émanait. Au fur et à mesure que je me rapprochais, 3 fragments se sont détachés, et à chaque fois que je me dirigeais vers cette lumière, je ressentais de l'amour de plus en plus fort. Et puis, ces 3 fragments se sont détachés, et au fur et à mesure qu'ils se sont rapprochés, je les ai reconnus comme étant ma famille, mais pas une famille avec laquelle j'avais vécu dans cette vie, mais j'avais connaissance que c'était une famille. Et ils m'ont communiqué une pensée, un sens, un sentiment d'accueil à la maison. Et je dois vous dire que c'était le retour à la maison le plus émouvant que j'ai jamais pu vivre, car dans ma vie, j'ai grandi dans un environnement familial très difficile. J'ai déménagé d'une famille à l'autre, puis une autre, puis une autre. Je n'ai jamais vraiment eu l'impression de faire partie d'une famille. Mais ici, ces 3 êtres qui m'ont d'abord accueilli, puis une douzaine d'autres qui m'ont aussi accueilli par la suite. Ils faisaient partie de ma famille. J'aime faire référence à eux comme ma famille d'âme. Ils m'ont accueilli à la maison et m'ont fait savoir que nous allions aller plus profond dans la lumière. Ce faisant, nous sommes entrés dans une zone que j'ai perçue comme une sphère, ronde, comme l'intérieur d'une balle. Et nous avons commencé à revivre ma vie. Et quand je dis « nous », je veux dire « moi-même ». J'ai commencé à en faire l'expérience comme si j'étais en train de revivre ma vie, mais pas seulement de mon point de vue, mais aussi du point de vue de tous ceux avec qui j'avais déjà interagi. C'était donc comme si ma conscience s'était fragmentée en de multiples morceaux de conscience, et que je revivais ma vie et la voyais sous tous ces différents points de vue. Et non seulement je revivais ma vie de cette façon, mais ma famille d'âme, ces êtres qui m'ont accueilli chez moi aussi, ils vivaient la même expérience que moi. Et quand j'ai pris conscience de cela, je dois dire que j'ai eu peur que, vous savez, ces personnes ne veuillent pas voir certaines des choses que j'avais faites, parce que je suis devenu ingénieur en chef quand j'avais la vingtaine. Et vous savez, j'étais un jeune homme arrogant, et ma philosophie était de tracer mon chemin, et que c'est comme ça que fonctionne la vie. Et c'est une philosophie assez brutale, car ça ne prend pas vraiment les autres en considération. Ils ont donc pu vivre ma vie, mais ils ne m'ont pas jugé. Au contraire, ils m'ont même soutenu. Ils m'ont aimé. C'était presque comme s'ils étaient enthousiastes à l'idée de faire le point avec moi sur ma vie, de regarder ma vie. C'est une expérience incroyable qui n'a cessé d'évoluer, de grandir et de prendre de l'ampleur, et c'était à la fois une source d'inspiration et une leçon d'humilité. C'était incroyable de voir à quel point nous nous influençons les uns les autres. Puis j'en suis arrivé à un point où je ne voyais plus de choses que je reconnaissais. Nous avions dépassé le point de ma noyade. Je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque, mais je voyais en fait certaines parties de mon avenir. Ce qui est intéressant, c'est que dans la partie de vie que j'avais vécue, c'était parfaitement clair. Mais lorsque j'ai franchi ce seuil vers ma vie future, ce n'était pas aussi clair. C'était comme si je regardais dans un couloir et que ce couloir était clair mais flou à la fois. Mais il y avait ce couloir de clarté et j'avais l'impression que je pouvais partir vers la droite si je le voulais, puis revenir, et partir un peu vers la gauche si je le souhaitais,
puis revenir. Et j'ai eu le sentiment que c'était ce que nous considérons comme notre libre arbitre. J'ai donc continué à emprunter ce couloir et à vivre des expériences que je n'avais jamais vraiment vécues. En fait, cela m'a un peu désorienté, à cause du manque de référence et familiarité, jusqu'à ce que j'en arrive à ce point précis où se trouvaient toutes ces lumières, unies, qui entouraient la bulle. Et à l'unisson, cette entité de lumière a dit « Ce n'est pas ton heure, tu dois rentrer ». Et j'ai perçu toute cette unité de lumière comme étant Dieu. Et il m'a dit « Vous savez que ce n'était pas mon moment, que je devais rentrer ». Et j'ai répondu « Pas question. Je suis aimé comme je n'ai jamais été aimé auparavant. J'ai une famille dont je ne connaissais même pas l'existence. Et il y a cette grandeur ici, cette liberté. » Alors j'ai plaidé, j'ai dit « Pas question. Je n'y retournerai pas, car je savais que mon corps était brisé. Il était dans cet océan et il était juste brisé. Je n'avais juste aucune envie d'y retourner. Et puis, la lumière a parlé une nouvelle fois, et elle a dit « Tu dois rentrer. Tu as une raison d'être. » Et cette voix était comme une voix aimante, parentale, profonde et résonante qui, vous savez, vibre dans tout votre être. Et ces mots, raison d'être, quand je les ai entendus, je les ai compris, et avec cette compréhension, je les ai acceptés. Puis je me suis retrouvé dans l'océan, mais en dehors de mon corps. Je regardais mon corps de l'extérieur. Les trois êtres, les âmes m'accompagnaient, étaient juste derrière moi, et nous observions mon corps être secoué. Et j'ai remarqué que la ligne d'arc du zodiaque s'était en fait enroulée autour de mon bras droit et de mon poignet, et que le bout de cette ligne tapait contre ma poitrine inerte. Encore une fois, j'étais émerveillé rien qu'en observant cela, et je me suis demandé « Quelle est la grandeur de mon être ?» Parce que j'ai réalisé que j'étais devenu moi-même un être de lumière. Et comme cette grandeur va elle s'intégrer dans ce corps, et à peu près au moment où je me posais ces questions, une série de vagues a frappé l'épave du zodiaque et il est réapparu à la surface. Et quand c'est arrivé, il a tiré vers le haut la ligne qui était autour de mon bras et m'a fait remonter à la surface. Et puis, une fois que mon corps fut remonté à la surface et que nous étions remontés avec lui, en observateur, la ligne s'est emmêlée et je me suis retrouvé attaché à la ligne de l'épave du zodiaque. Et une autre série de vagues s'est abattue contre mon dos. Et quand c'est arrivé, la force de la vague contre mon dos a fait sortir l'eau salée que j'avais avalée. C'est alors que j'ai respiré pour la première fois, juste au moment où ma famille d'âmes m'a gentillement poussé et je suis simplement retourné dans mon corps. Eh bien, mourir est difficile, mais revenir à la vie l'est encore plus. Nous étions toujours dans la zone de rupture à environ 1 kilomètre au large, et mes collègues, les hommes qui m'accompagnaient dans le bateau, ce sont eux les vrais héros de cette nuit parce qu'ils étaient restés sur place et qu'ils me cherchaient. Ils s'étaient tout mobilisés. L'un d'eux avait réussi à garder en main une lampe de poche et ils me cherchaient tous. Et lorsque vous crachez de l'eau salée, vous ne pouvez vraiment pas parler. Mais je suis parvenu à faire assez de bruit pour qu'ils me localisent et nous nous sommes tous rassemblés avant de nager jusqu'au rivage. J'avais une épaule et le pouce disloqué à cause de la ligne qui m'a fait remonter à la surface, mais j'ai nagé tant bien que mal avec eux et je me suis accroché au zodiaque. Et c'est assez drôle, vous savez, lorsque vous êtes dans la lumière, vous avez de vastes connaissances. C'est comme si vous étiez connecté à chaque être qui ait jamais existé et à chaque être qui existera. Vous disposez donc de toutes ces connaissances qui sont à votre disposition. Et quand je suis revenu si soudainement, j'ai eu l'impression d'être à moitié ici et à moitié là-bas. Le zodiaque me maintenait à flot, mais j'avais constamment cette impression d'être tiré vers le bas. Je n'arrêtais pas d'avoir l'impression d'être entraîné vers le fond. Et j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Parce que je possédais cette étendue de connaissances, je savais que quelque chose n'allait pas avec mon gilet de sauvetage. Je l'ai alors détaché et j'ai vu que la doublure en fibre était pourrie et saturée d'eau salée, et c'est ça qui m'entraînait vers le bas au lieu de me maintenir à flot. Ainsi, lorsque j'ai détaché le gilet de sauvetage, j'ai pu rester à la surface de l'eau et continuer à nager en m'accrochant à l'épave. Et nous avons tous nagé jusqu'au rivage à travers les vagues, la houle et tout le reste. C'était une nuit difficile.
C'est le moins qu'on puisse dire. C'était une nuit difficile, mais c'est assez drôle. Vous savez, j'ai dit que j'avais l'impression d'être à moitié ici, à moitié là-bas, et ça a duré environ 3 jours. Et dès mon retour, ma perception de moi-même et de mon environnement a changé parce que j'ai commencé à voir des auras. Je ne savais pas ce qu'elles étaient au début, je les appelais les énergies vitales. Mais je ne voulais vraiment pas en parler à personne d'autre parce que je me disais, ils vont penser que je suis fou. J'ai essayé d'en parler avec ma première femme à l'époque, mais cela ne s'est pas très bien passé. Alors je me suis dit que je ne pouvais vraiment pas en parler avec les autres. Je me suis donc senti vraiment isolé par le fait de ne pas pouvoir partager cette expérience. Mais faire ce bilan de vie et connaître cet amour m'ont vraiment changé. Je ne pouvais tout simplement pas m'étaler sur le fait que j'étais avec Dieu ou que j'appartenais à une famille d'âmes. Pour être honnête, ça me faisait un peu peur. Parce que qui suis-je pour parler à des êtres comme ceux-là, vous savez? J'ai donc essayé de mettre ça de côté. J'aime dire que je l'ai mis dans une boîte et que je l'ai rangé le plus loin possible au fond de mon esprit. Mais c'est impossible, ces expériences sont tellement, tellement plus grandes que cette vie. J'avais l'impression que cette vie était une illusion et l'autre semblait être une réalité, parce que c'était si réel. Donc, ce que j'ai pu accepter tout de suite, c'est que ce que le bilan de ma vie m'a enseigné, c'est de m'accepter. Quand vous avez la mi-vingtaine, vous ne savez pas vraiment qui vous êtes. Mais après ce bilan de ma vie, j'ai su qui j'étais, et j'ai pu accepter qui j'étais. Vous savez, je ne suis pas la meilleure personne au monde, mais je peux mieux faire et je peux travailler sur moi-même. L'acceptation de qui j'étais, puis la tolérance à l'égard des autres, la tolérance à l'égard de la situation dans laquelle je me trouve dans la vie, parce que je ne suis peut-être pas content de où je suis, de où je vais, ou ceci, ou cela, mais je peux changer cela. Donc acceptation de moi-même et tolérance. Et puis une chose qui était un peu plus difficile à saisir à l'époque, c'était la vérité. Je me suis rendu compte que nous faisions tous l'expérience de la vérité. Il y a la vérité factuelle que j'ai apprise en tant qu'ingénieur pendant mes études et ce genre de choses. Mais il existe aussi une vérité personnelle que notre cœur reconnaît et avec laquelle notre cœur raisonne. J'ai donc simplement pris ces 3 choses, acceptation, tolérance et vérité. Et elles sont devenues mes mantras, et c'est ce à quoi je me suis accroché, et j'ai essayé de me débarrasser de tout le reste. Un autre cadeau que j'ai reçu, c'est que je pouvais regarder quelqu'un dans les yeux et voir sa lumière. Mais cela m'a semblé tellement invasif parce que c'est notre véritable être, c'est notre vraie nature, c'est ce que nous sommes vraiment. Cette lumière est un fragment de la lumière que nous portons avec nous, de l'unité de la vie. Et, vous savez, ce n'est qu'un fragment de la totalité, de ce que nous sommes réellement, mais c'est en nous. Et je pouvais regarder quelqu'un dans les yeux et je pouvais voir ce fragment de lumière. C'est ainsi que j'ai vécu ma vie pendant 11 ans, sans vraiment partager avec personne. Je suis devenu doué pour le cacher, je suis devenu doué à cacher ces connaissances intuitives, je suis devenu doué à couvrir tout ce genre de choses parce que je n'avais pas l'impression de pouvoir partager cette expérience. 11 ans plus tard, j'ai eu une deuxième expérience où j'ai revécu cette première expérience de mort imminente. Mais après la deuxième, j'ai vu dans le bilan de ma vie que pendant ces 11 années, j'avais vraiment beaucoup changé. Je ne me rendais pas compte à quel point j'avais changé, mais j'avais beaucoup changé. J'ai donc décidé à partir de ce moment-là que j'allais vivre selon ce que j'avais appris. Heureusement, à l'époque où j'ai vécu la deuxième expérience, je faisais partie d'un groupe. J'avais quitté ma vie en mer, parce que pendant cette période, enfin, il est très naturel pour les personnes qui vivent ces expériences incroyables d'avoir l'impression de ne pas être utile. J'avais donc besoin d'être plus utile et d'aider dans la mesure du possible. J'ai donc quitté ma vie en mer parce que c'était tellement isolé ce genre de vie. J'ai trouvé ce groupe et cela m'a aidé à le faire. J'ai découvert d'autres experiencers et ils ont commencé à partager leur expérience. Ainsi, après ma deuxième expérience, j'ai eu accès à un nouveau réseau de personnes à qui je pouvais parler. Alors j'ai commencé à partager mon expérience. Et c'était assez drôle, la première personne avec qui je l'ai partagé, qui d'ailleurs est devenue un bon ami, la première fois que j'ai commencé à partager ou, vous savez, à tenter de raconter ce qui m'est arrivé, il m'a regardé et m'a dit « Oh, tu as vécu une expérience de mort imminente.
ce n'est pas grave. Et c'est la meilleure chose qui aurait pu m'arriver, car cela m'a libéré de ma propre prison. Je m'étais enfermé pour 4 cette expérience alors qu'il n'y en avait pas besoin. Et vous n'avez pas à vous cacher face à ces expériences. Il y a beaucoup de personnes qui sont là pour aider. Je ne m'en rendais même pas compte. Je me suis donc engagé et j'ai appelé cela ma mission silencieuse, parce que je ne voulais pas vraiment partager grand-chose de mon expérience. Mais je savais que je voulais vivre selon ce que j'avais appris. Et c'est ce que j'ai appelé ma mission silencieuse. En 2000, on m'a diagnostiqué un cancer du poumon et des os de stade 4. La maladie était si grave que le cancer s'était métastasé dans mon poumon et a rongé 2 os et demi de ma colonne vertébrale. Ma colonne vertébrale s'est alors s'affaissée. Eh bien, dans le bilan de ma vie, quand j'ai vu mon avenir, j'ai vu que j'allais avoir un cancer. Et j'ai vu que j'allais survivre au cancer. J'ai donc suivi cette ligne directrice parce que, de la première à la deuxième expérience, et après quelques petites expériences intermédiaires, j'avais développé une sorte de communication avec mes guides spirituels ou ma famille d'âme. Leurs conseils m'ont donc aidé à choisir une voie thérapeutique pour vaincre le cancer. 6 mois plus tard, je n'avais plus de cancer. Mais j'ai quand même dû vivre avec un affaissement de la colonne vertébrale pendant plus d'1 an avant qu'on reconnaisse que j'allais survivre. Et j'ai subi 3 opérations de la colonne vertébrale afin que je puisse me lever et marcher à nouveau et reprendre une vie normale. Le chemin du rétablissement a été long, et c'était en 2000. Mais maintenant, je suis retraité, handicapé, mais je vis pleinement ma vie. J'ai tout donné dans cette vie, et c'est une belle aventure. Je trouve que la vie est bien meilleure. Merci.